Bonjour Christophe Bouillon. Bonjour. Vous êtes député de la 5e circonscription de la Seine-Maritime. À l'Assemblée, vous êtes membre du groupe qui s'était baptisé Nouvelle Gauche en juin 2017. Aujourd'hui, il n'y a plus de Nouvelle Gauche. Le groupe s'est renommé Socialiste et Apparenté. La Nouvelle Gauche, ça a été un feu de paille? C'était simplement juste après les élections. On avait ressenti un besoin sans doute d'exprimer un changement, à la fois dans la façon dont nous avions d'être de gauche. Mais quoi qu'il en soit, moi je vais vous donner une petite anecdote. Souvent quand vous êtes à l'Assemblée et que vous intervenez à la tribune, en dessous de votre nom, il y a le groupe auquel vous appartenez. Et quand c'était marqué Nouvelle Gauche, moi souvent des amis me disaient « mais qu'est-ce qui se passe? Tu as changé de groupe ou pas ?» Donc je pense que de s'appeler Socialiste et Apparenté, ça sera plus simple pour tout le monde. D'abord parce que pour tout le monde, nous restons avant tout les socialistes. Alors où en est justement le Parti Socialiste aujourd'hui? On voit bien qu'Olivier Faure peine à s'imposer au sein même du parti. On voit aussi les sondages qui apparaissent pour les prochaines européennes, qui ont lieu dans 8 mois. Sondage Odoxa de fin de semaine dernière, le Parti Socialiste est crédité de 4,5%, c'est-à-dire un demi-point de moins que la liste de Yannick Jadot, Europe Écologie et Verts, un demi-point de plus, je ne sais pas s'il faut se contenter de la liste Génération de Benoît Hamon. Il en est où le PS aujourd'hui? Le PS, il vient de loin quand même, parce qu'il y a eu ce score au présidentiel, c'est 6%, qui sont quand même un des plus mauvais scores pour le Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est au travail autour d'Olivier Faure, avec une équipe renouvelée. Il travaille sur les propositions. Je crois que les Français ont bien compris aujourd'hui quelle était la réalité de ce pouvoir en place, de ce gouvernement. Je crois que l'illusion du président Macron, elle est un peu derrière nous. Mais les Français attendent de nous, non pas que nous soyons dans l'opposition seulement, mais dans la proposition. Et ça prend du temps, parce qu'il ne suffit pas de claquer des doigts, il faut entraîner aussi le mouvement, il faut faire en sorte d'identifier quels sont les vrais enjeux, et en face, chacun des enjeux, avoir les bonnes solutions, les bonnes propositions. Mais comment se fait-il que le PS soit si peu audible aujourd'hui? Alors d'abord, ça paraît assez simple. Vous savez, qu'est-ce qui intéressait les médias pendant un an? C'était le nouveau pouvoir en place, c'était les nouveaux députés, la nouvelle majorité. Le nouveau intéresse plus facilement que ce qui est déjà en place ou ce qui est un peu C'est l'ancien derrière monde, tout le cela. PS? Non, vous savez, sur cette histoire d'ancien et nouveau monde, je m'aperçois aujourd'hui, quand vous voyez les derniers événements qu'on a connus, les polémiques, les affaires, que la frontière entre l'ancien et le nouveau monde, tout ça, c'est de la communication. La réalité, je pense, c'est qu'il y a un besoin de renouvellement qui s'est exprimé d'une façon ou d'une autre, mais ce besoin de renouvellement, il est profond. Les Français veulent aujourd'hui, sans doute, en effet, que le Parti socialiste, il soit différent, et c'est ce qu'il est en train de faire en termes de renaissance avec Olivier Faure. Revenons un instant sur les élections européennes de 2019. Luc Carvounas, qui est un député socialiste, a proposé une liste d'union pour ces européennes. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Mon idée, à moi, elle est assez simple finalement. Ce n'est pas une question ni de personne, ni de constitution de liste. C'est une question de message. Qu'est-ce qu'on veut dire à l'occasion de ces élections européennes? Vous savez, il y a des vrais enjeux aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'Europe va bien. Et la question n'est pas de savoir si on est des Européens BA ou des anti-européens. La question est de savoir c'est quel contenu on donne à l'Europe. L'Europe, elle est quand même aux abonnés absents sur un certain nombre de sujets. Prenez la question des migrants. Où est l'Europe? Prenez la question de l'économie. On voit la Chine, qui est enfin réveillée, agir pour contester le leadership aux États-Unis. On voit des puissances émergentes. On voit partout venir des sujets qui intéressent notre industrie. Je n'oublie pas que nous sommes en Normandie, une région industrielle. Croyez-moi, les salariés qui travaillent dans les entreprises qui sont en vallée de Seine ou sur la côte, eux, ils comprennent tout à fait ce que veut dire la mondialisation. Et ils ne comprennent pas pourquoi l'Europe, elle ne se protège pas. Pourquoi, quand on impose ici des normes environnementales ou sociales, on ne fait pas la même chose dans d'autres pays autour de l'Europe. Et de la même façon, et ça c'est une situation que connaissent beaucoup d'artisans et d'entreprises, notamment dans le bâtiment, qu'a-t-on fait sur le travail détaché? On nous a fait croire qu'on avait trouvé la solution miracle. Aujourd'hui, je peux vous dire, pour être au contact de beaucoup d'artisans et de chefs d'entreprise, qu'on est loin du compte, et même dans le secteur du transport, par exemple. Mais on peut résister à cette espèce d'euroscepticisme qui s'installe. On voit bien, je reprends le sondage, le Rassemblement national de Marine Le Pen, 21%. La France insoumise, un parti eurosceptique également, 12%. Ça fait pas loin de 35% des voix. On peut résister? Si on veut sauver l'Europe, il faut qu'on lui donne un contenu politique. Ce que les Européens aujourd'hui rejettent, c'est une Europe impuissante. C'est une Europe ouverte à tous les marchés, à tous les vents. C'est une Europe qui n'a pas une défense commune véritablement.
Les Européens, dans leur large majorité, qu'ils soient français, allemands, italiens, portugais, espagnols, savent que l'Europe a donné du bon, nous a éloignés des situations qu'on a pu connaître, notamment en termes de guerre. Elle nous a donné une certaine puissance, une certaine force. Mais ils savent aussi qu'il y a une promesse à travers l'Europe. C'est la promesse d'un modèle social, environnemental, un peu différent de ce qui se passe partout ailleurs. Simplement, aujourd'hui, ce modèle-là, il n'est pas revendiqué par ceux qui dirigent l'Europe. Et pire, on a aujourd'hui à la tête de beaucoup de pays, c'est qu'en France, des libéraux pur sucre, c'est-à-dire des gens qui nous font croire qu'il suffit quelque part de donner la main à ceux qui sont présents partout dans le monde et qui, bien évidemment, rejettent d'un revers de la main les règles environnementales, la régulation. Vous savez, le libéralisme jusqu'alors, il a fait des dégâts non seulement d'un point de vue environnemental, mais aussi au niveau européen. Et ça, les citoyens n'en veulent plus. Prenez la question alimentaire, par exemple, de savoir ce qu'on mange dans les assiettes. On sait bien que l'Europe a apporté du bon en termes de règles du jeu, en termes de normes, de ce point de vue-là. Simplement, si l'Europe n'est pas capable de faire en sorte que quand les produits arrivent chez nous, eh bien, ils soient soumis aux mêmes règles, aux mêmes normes, les citoyens ne comprennent pas. On vous dit beaucoup Macron compatible. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez vraiment bien au PS ? Moi, j'ai exprimé des choix assez clairs en la matière. Je me suis abstenu au moment de la déclaration de politique générale. Parce que je voulais, quelque part, donner sa chance à un certain nombre de réformes. J'ai voté un certain nombre de textes. Par exemple, le texte sur la confiance de la vie publique. Pour autant, j'ai voté contre les ordonnances travail, dont on mesure aujourd'hui les dégâts. Vous savez, je vois aujourd'hui des collègues députés de La République En Marche s'associer aux salariés lorsqu'ils sont menacés de voir leur emploi supprimé. C'est le cas localement. C'est le cas localement. Simplement, aujourd'hui, les directions de ces entreprises utilisent les ordonnances travail pour accélérer le mouvement et mettre à la porte un certain nombre de salariés. Je m'aperçois, chemin faisant, que cette majorité, qu'on disait ni de droite ni de gauche, elle est plutôt clairement affichée de droite aujourd'hui. Les recettes qui nous sont affligées, notamment au niveau de l'économie et du social, ce sont finalement des vieilles lunes, des vieilles recettes. Vous savez, l'idée qui est de dire faisons une confiance absolue au marché, rien qu'au marché, on nous a déjà fait la même chose, on a vu les résultats et aujourd'hui c'est la même chose qui se fasse. J'observe par ailleurs que les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. La croissance est en berne. J'observe aussi que ce sont les plus faibles, les catégories aussi parfois fragilisées, ou même les personnes âgées, notamment les retraités, qui trinquent aujourd'hui. Concernant les dossiers de la région, le gouvernement a dévoilé la semaine dernière son enveloppe budgétaire pour les infrastructures ferroviaires et routières, entre autres. On voit bien, s'agissant de la ligne Nouvelle Paris-Normandie, vous êtes, vous, à la tête d'un collectif, la LNPN, oui, mais pas à n'importe quel prix, qui s'intéresse principalement au tronçon Rouen-Yvetot. On voit bien que pour cette LNPN, les priorités sont données à Saint-Lazare, également au Mantois. Est-ce que finalement, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Alors d'abord, ma position, elle n'a pas changé. C'est que je suis favorable à ce que la LNPN se fasse, mais pas à n'importe quel prix. Je considère que si on veut réussir ce formidable pari qui est un besoin pour notre territoire, c'est-à-dire de faire en sorte tout simplement que les Normands ne soient pas pénalisés comme ils le sont depuis des années pour aller à Paris, il faut s'intéresser là où sont les véritables problèmes. Je prends le train 3 à 4 fois par semaine. Je vois bien ce qui se passe. C'est quand vous arrivez dans la région parisienne qu'il y a des ralentissements. Parce que s'ajoutent aux trains normands les trains parisiens. De la même façon, vous arrivez à la gare Saint-Lazare en ralentissant fortement. Pourquoi ? Parce que c'est une des gares d'Europe qui est la plus utilisée. Il y a un train quasiment tous les 34 secondes qui arrive. C'est donc une difficulté. Donc il faut décongestionner. Complètement. Vous savez, si on veut permettre aux Rouennais, aux navetteurs, on les appelle, il y en a plus de 3000 qui font cela tous les jours, d'aller à Paris dans un temps record, en tout cas sans aucune difficulté, il faut mettre le paquet là-dessus. Pour aller à Paris, je rappelle que c'est plus facile, partant de Rouen, d'y aller dans le vrai sens que plutôt de passer d'Yvetot. Donc je considère que ce qui se passe entre Yvetot et Rouen, franchement, c'est pas là où se situent les principaux enjeux. Pourquoi les trains ralentissent ? C'est un combat gagné alors pour vous ? Ce qui est gagné pour tous les Normands, c'est si on est capable de voir du gain de temps, de faire sauter le bouchon mantois, de résoudre les problèmes de ralentissement qui sont liés à la vétusté des lignes et de la signalisation, et en même temps, si on ne dépense pas autant d'argent pour condamner un territoire en prenant de la bonne terre agricole et puis en faisant quelque chose qui par ailleurs ne sert pas le territoire, parce que dans le projet qui est prévu, qui est dans les cartons entre Rouen et Yvetot, eh bien, il y a une remise en cause de la fusion de la gare de Barentin-Pavilly qui, elle,
est à la fois une attente du territoire et un moyen de desservir aussi des Normands. Le député La République En Marche de Rouen, Damien Adam, estimait la semaine dernière que Rouen-Paris pourrait se faire en 50 minutes en 2030. C'est un objectif ambitieux auquel vous croyez ? Moi, je ne fais pas de la communication pour la communication. Si on veut être sérieux, il ne faut pas être dans une bataille de dates, etc. Il faut être dans une bataille de méthode. Il ne faut pas, comme je l'entends parfois, considérer qu'à partir du moment où on réalise des travaux déjà dans la région parisienne, ça ne servirait pas les Normands. Il faut dire la vérité. J'entends ce même collègue beaucoup communiquer sur le contournement Est. La première fois qu'on a évoqué le contournement Est, c'était en 1972. C'était dans un schéma directeur. Et vous voyez le temps qu'on a mis pour que, sans doute, il puisse se faire dans les années qui vont venir. Donc moi, j'appelle à beaucoup de modestie en la matière. Je suis bien placé pour savoir, dans le domaine des transports, qu'il n'y a pas l'argent sur la table. Vous savez, pour faire l'ensemble de ce qui doit être fait en termes d'infrastructures terrestres et routières, il faudrait beaucoup plus de milliards qui soient annoncés. 13 milliards. On est aussi sur une impasse de 10 milliards. C'est ce qui a motivé le fait qu'on confie à Philippe Duron, un ancien député, une commission pour identifier quelles étaient les infrastructures qu'il fallait faire en priorité. Donc je pense que la raison en la matière, c'est de ne pas partir un peu vite et confondre vitesse et précipitation, mais c'est plutôt vraiment de réclamer de la constance et de la rigueur et de la méthode en la matière. Christophe Bouillon, en 1995, vous étiez un tout jeune élu au conseil municipal de Rouen, à l'époque sur la liste d'Yvon Robert. Les prochaines élections municipales approchent à grands pas en 2020. Yvon Robert ne sera pas candidat à sa propre succession, ce qui fait du cas de Rouen un peu un cas d'école en Normandie, puisque c'est la seule grande ville de Normandie qui va se retrouver dans cette configuration-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Yvon Robert a suffisamment préparé sa succession aujourd'hui ? Alors d'abord, si j'ai eu la chance d'être en 1995 élu aux côtés d'Yvon Robert, c'est parce que c'était mon professeur de droit. Et j'entretiens toujours avec lui des relations très fortes. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Et je crois qu'il n'est pas de ceux qui ne préparent pas la suite. Chaque chose en son temps. Je pense qu'avec son équipe municipale, il a un souci en tête, c'est d'aller jusqu'au bout de son projet politique. On voit aujourd'hui que la ville de Rouen est en travaux, qu'il y a beaucoup d'équipements qui sortent de terre. Et je pense que viendra le temps des élections. Et je ne doute pas un seul instant qu'il n'y ait pas dans sa liste, dans son équipe, des personnes qui pourront bien évidemment se présenter avec le soutien d'Yvon Robert. Alors on parle beaucoup, et notamment Frédéric Sanchez, le président de la métropole, de Nicolas Maillard-Rossignol, l'ancien président de la région, qui est aussi conseiller municipal depuis 2014 à Rouen. Est-ce que vous souhaitez que lui soit candidat ? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un candidat socialiste à Rouen, qui soit bien évidemment compétent, qui soit déjà dans la lignée d'Yvon Robert. C'est vrai que de ce point de vue-là, Nicolas Maillard coche toutes les cases, comme on dit. Mais on pourrait aussi avoir Caroline Dutarte, Sarah Balouet et beaucoup plus. Parce que vous savez, dans cette liste et dans cette équipe, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont montré qu'elles savaient non seulement travailler en équipe, parce que c'est important, mais avoir la surface nécessaire pour une ville comme Rouen. Et c'est vrai que Nicolas Maillard-Rossignol a montré l'intérêt qu'il porte pour la ville de Rouen. Il l'a fait quand il était président de région. Moi, je n'oublie pas le beau score qu'il a fait au moment des régionales sur la ville même de Rouen. C'est quelqu'un qui est reconnu dans les milieux économiques, qui a une fibre sociale, qui est un sportif, qui aime la culture. Je crois que c'est bon pour Rouen, mais après, c'est à lui d'en décider. Et il ne le décidera pas tout seul parce que bien évidemment, il faut que les Rouennais, les socialistes rouennais notamment, puissent dire leur mot là-dessus. Et puis il faudra ensuite bien évidemment élargir et faire en sorte qu'il y ait une liste large, ouverte, de gauche, et surtout qui ait envie de poursuivre la transformation de Rouen. Est-ce que le futur maire de Rouen, ou la future maire de Rouen, devra être également président ou présidente de la métropole ? C'est une vieille question, elle n'est pas nouvelle. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est une question importante puisqu'on voit bien les difficultés actuelles. Exactement, mais vous avez rappelé que j'étais élu depuis 1984. J'étais le plus jeune élu à l'époque de ce qu'on appelait la communauté d'agglomération de Rouen. Il y avait une transformation, passage d'un district à... Bon, j'ai suivi ces évolutions. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu maire de Rouen, président de l'Interco. Est-ce pour autant que ça ne fonctionne pas ? Non. Ça a fonctionné. Chacun a vu qu'à la fois l'intercommunalité, elle a produit ses effets en termes de transport, en termes d'équipements culturels et sportifs. Elle produit ses effets aujourd'hui, même en termes de travaux. D'ailleurs, au bénéfice de Rouen. Ce qui se passe dans le cœur de la ville de Rouen, certes, c'est des désagréments en termes de travaux, mais derrière, ce sont des progrès, des améliorations.
Bon, c'est vrai qu'il y a sans doute besoin que les deux personnes qui dirigent ces deux entités, ces deux collectivités travaillent de concert. Vous savez, quand vous avez une collectivité, quand vous avez bien évidemment des choix difficiles à faire, notamment des choix financiers, il peut y avoir des discussions. Il peut y avoir même des désaccords parfois, il ne faut pas se le cacher. Mais quoi qu'il en soit, ce que je m'aperçois, c'est que ces désaccords n'empêchent pas de produire des effets et n'empêchent pas que les projets, c'est ça qui compte, puissent aboutir. Donc c'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Rouennais d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que la métropole, c'est 71 communes. Et 71 communes, ça veut dire qu'il y a d'autres territoires. Beaucoup sont dans ma circonscription, je les connais bien. Ils veulent bien évidemment qu'on ait un développement harmonieux, équilibré du territoire. Ils ne veulent pas que Rouen, même s'ils ont des charges de centralité, aspire tout. Et je pense que cet équilibre-là, il faut le maintenir, c'est important. Alors Christophe Bouillon, vous accomplissez actuellement votre 3e mandat de député. Vous avez dit que ce serait le dernier. On vous prête également beaucoup d'ambition municipale dans la ville de Barentin, que vous connaissez bien. Est-ce que votre décision est prise? Est-ce que vous êtes candidat aujourd'hui au municipal à Barentin? Alors j'ai dit que je me donnais le temps de la réflexion, parce que c'est important, vous savez, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, un claquement de doigts. D'abord c'est un choix de vie, il faut pouvoir réfléchir, il faut pouvoir aussi se dire est-ce que j'en ai la capacité, est-ce que je peux porter un projet, avec qui je peux le faire. Donc je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour réfléchir, et je réserve cette décision d'abord aux Barentinois, parce que si j'y vais ou j'y vais pas, c'est eux qui me posent la question. Vous savez, il n'y a pas un jour où, dans le territoire sur lequel j'évolue aujourd'hui, que ce soit dans la vallée de l'Austrebert ou même dans la vallée du Cailly, on ne me pose pas la question. D'ailleurs, c'est bon signe. Il vaut mieux faire envie que pitié. C'est-à-dire que certains estiment que je pourrais en effet être utile à ce territoire-là. Simplement, comme c'est un choix qui m'engage, et comme je n'ai pas pris pour habitude de faire ce que je ne serais pas capable de faire, dans tous les mandats que j'ai exercés jusqu'alors, j'ai toujours voulu le faire de façon réfléchie. Donc c'est cela, mais rassurez-vous, je ne vous oublierai pas au moment où la lumière sortira du chapeau. Merci Christophe Bouillon et à bientôt sur parisnormandie.fr. Merci.